Finalement, il n'y a pas grand changement bouleversant avec mon enfance qui est passée. Kumkapı, Gedikpaşa, Kadırga, Langa, n'est-ce pas? On dit, en fait, on était à Beyazıt, mais tout Grand Bazar jusqu'à Sirkeci. Donc, Parc Royal de Gülhane, c'était notre terrain de jeu, mais dans la proximité, bien sûr, des grands centres commerciaux aussi. C'était libre pour les enfants. Bon, et cosmopolitisme aussi, également, c'était pareil. Rien n'a changé dans plusieurs décennies, disons. Donc, il faut être tranquille. Il y a quand même une population qui s'adapte énormément bien à toutes sortes de changements, bien que c'est très douloureux, brusque, surtout les familles qui vont perdre leur maison. Il y aura une transformation urbaine. J'espère que tout va aller mieux pour eux, mais on voit quand même qu'il y a une gentrification du centre. Et eux, périphérie aussi, c'est pas mal, c'est plus résidentiel. Je crois qu'ils vont partir, comme il y a des moyens de transport, plus loin du centre, c'est tout, apparemment. C'est partout le même scénario qui se joue, d'ailleurs. Istanbul ne fait pas exception, sauf quelques villes historiques de l'Europe. Je crois qu'ils font des exceptions seulement dans le centre et non pas dans les périphéries. Au cas où se présentent, ils sont prêts à échanger avec une autre chose. Plus fructueux, plus rapportant de l'argent. Bon, je cherche un aigle en sculpture. J'espère que je vais trouver dans sa place. Parce que l'autre jour, je l'avais réservé sous un pont. Assez sinistre quand même. Lugubre même. Alors j'ai répondu à leur question. Alors pourquoi tu photographies dans le quartier? J'ai répondu par une réponse attendue par eux, parce qu'ils sont inquiets que les ingénieurs, les constructeurs viennent et qu'ils leur déplacent. Eh bien, j'ai dit ce qu'on a entendu. Je suis constructeur de bâtiments. Alors, il dit pourquoi? Je lui ai répondu pour améliorer, j'ai menti là, pour améliorer les conditions des immeubles à cause de grands tremblements de terre d'Istanbul à venir, attendu. Voilà, un jeu de politesse. Des riverains. J'aime bien l'air de quartier. C'est très attrayant. Il y a beaucoup de choses à regarder. Il y a une vie entre la fenêtre et la rue. Il y a une communication interminable. Donc, exactement comme l'ancien Istanbul, qui va de pire en pire. Mais ici, ça va. Malheureusement, on va non pas déplacer seulement, déraciner entièrement, je crois. Alors, qu'est-ce que l'aigle représente pour moi? Alors, je vous explique. C'est un objet mondialement connu. C'est notre équipe de foot, Beşiktaş d'abord.
Donc c'est encore peint noir à blanc, ça ne fait rien. J'aime bien en état de pureté cet aigle. Deuxièmement, c'est un objet qu'on trouve partout, je suppose, dans le monde arabe, à Taïwan, en Indonésie, à Hong Kong. Donc c'est un objet de production de masse en plastique, une matière synthétique en tout cas. Donc ça représente milliers et milliers de travailleurs et travailleurs immigrés à Istanbul, qu'ils ont commencé ou bien ils apprennent le travail, mais le travail est interrompu, ou bien ce sont des produits secondaires ou mal produits, des déchets de leur production. J'ai imaginé, à l'absence d'un atelier, leur maison dans laquelle ils produisent en famille ou en copains, en frères, des sœurs et tout. C'est pour ça que c'est un objet extrêmement chargé d'affection, signification, d'économie politique, bien politique mondiale, géopolitique, géostratégie, conflit social, conflit entre les ethnies et la précarité sociale et économique. Ça représente énormément de choses. Un simple aigle pauvre qui est souverain. Ça représente quoi, cette souveraineté? N'est-ce pas? Les ailes gonflées dans l'air. Il est en train de s'envoler, se déterrer plutôt. La chose plus difficile, même pour les oiseaux, ça s'apprend. Donc il a appris, il est souverain. Et je le respecte au-dessus de tout. Et je suis comme les Arabes qui adorent le faucon. Et j'ai mon aigle. J'espère que je vais le trouver sur place. C'est pas sûr du tout. Ah oui, il y a une chose qui ressemble à ça, mais peut-être que c'est cassé. Attendez que je vois. Je vois pas dès maintenant qu'est-ce que ça représente pour les historiens de l'art ou pour les collectionneurs, l'aigle en plastique qui est en question. Mais effectivement, après moi, ça va forcément leur représenter quelque chose, au moins de moi, de mon interprétation, mais de son référent universel aussi, et à plus forte raison d'ailleurs. Voilà, c'est ça, le coût du monde, valorisation de la valeur, ça dépend à quelques-uns parfois. Comme Derrida disait qu'en fait, si on cite si souvent les écrivains qui n'étaient pas si importants à l'époque, Antonin Artaud, Kafka, Van Gogh, peut-être Mallarmé aussi, voilà. Et c'est parce qu'il y a quelques-uns, l'autrement il faut le citer aussi, c'est parce que quelques-uns qui ont insistamment les souligner, à citer, à supporter, etc. Donc, il ne faut pas qu'on pense ça comme un coup d'état littéraire, un coup de force, mais sans coup de force, le juste n'est pas reconnu. Ça, on le sait depuis Paul Montaigne et Pascal, c'est ça. Bon, l'aigle est toujours un environnement spirituel, une geistige Umwelt, je dirais, pour les phénoménologues. Et je trouve, dans le champ de cette geistige Umwelt, il y a plusieurs rondes, sphères, mais si on prend l'aigle comme centre,
je suis dans un point visible, surplombant le centre en plus. Dire surplombant, oui, c'est exact, mais ce centre où se trouvait l'aigle, c'est au-dessous d'une grande route, donc une sorte de pont inusité, et dont j'ai photographié tout en longueur, vide, au coucher du soleil, avec l'aigle, pour être très précis de quoi il s'agit. Alors, d'autre part, dans mon champ de vue, il se trouve une maison investie par nos nouveaux hôtes, qui sont des réfugiés et les enfants des réfugiés, où tout mêlé. Il y a des camions qui viennent, qui vont, des objets parfois de luxe comme une asseoir d'une yacht, voilà, etc. Donc, les affaires devraient être de temps en temps, périodiquement, fructueuses, mais c'est une vie difficile, surtout, non pas avec l'extérieur, pas tant, parce que Istanbul est tellement offrant des possibilités à tous ceux qui veulent en profiter, même conflictueux peut-être à l'intérieur de la même, sous le même toit, intersubjectivité interne, différence d'âge, non pas de classe, ils sont sous-classes, sous de toutes les classes, mais différence d'âge et de pays, ça aussi ça peut compter de régions. Je ne sais pas si quelques-uns venaient d'Afghanistan, l'autre de Syrie, l'autre de Kurdistan de la Turquie, effectivement. À mon avis, il n'y a aucune raison qu'ils ne se mêlent pas et ne se mélangent pas dans une harmonie parfaite, mais du point de vue de chacun, et non pas à cause de leur ethnicité, ça serait une absurdité totale, parce qu'il s'agit d'une chose, ce qui leur compte, c'est donner de leur vie quotidienne et qui va travailler plus, qui va en profiter plus, n'est-ce pas? C'est ça, principe d'économie égoïste ou souverain, n'est-ce pas? Pour ne pas dire le rapport de maître-esclave, qu'on peut deviner très facilement. Il y a un rapport de soumission et soumis, c'est sans doute, et parce qu'il ne s'agit pas d'une maison surveillée ni par l'État, et l'État les écraserait encore plus, ou comme maintenant, tolérerait à ce qui se passe, visiblement, ostensiblement. Oui, tous les psychologues, sociologues devraient être au courant, et l'État, la bureaucratie, etc. Mais on laisse faire parce qu'on n'a pas d'autre solution. On ne peut pas tous prendre sous les ailes de l'aigle protecteur. Alors, il faut donner un nom à cet aigle, n'est-ce pas? Moi, je dirais plutôt Athéna, Skeptomena. Voilà, j'ai mon Athéna Skeptomena sous mon bras. C'est une petite déesse que j'apporterai chez moi ce soir. C'est un jour, fin de journée, béni. Voilà, que bénisse cette fin de journée sous l'œil protecteur d'Athènes, la Skeptomena. Elle la grâce et la gloire et surveillance des lois, mais c'est tout, sans effet conséquent, et non ni mieux ni mauvais, plus mauvais que les nouveaux dieux ou le Dieu unique, qui est lui-même également impuissant de se mêler au cours du monde. Mais
quand il s'agit d'omnivoyance, ça, il n'y a aucun problème. Chaque divinité, chaque Dieu, même unique, les voit. Et de tous les parts aussi. De mon côté et de leur côté respectif. Voilà. Et c'est ça qui nous réconforte un peu. Parce qu'on est su. On est su, même si on n'est pas sauvé de ce savoir, mais on sait qu'on est su. Pour reprendre ce que je suis en train de dire par manque de batterie est coupé. Alors, il s'agit d'une grande station de métro qui était où pour installer le quartier était devenu stable, bien qu'il a un passé très conflictuel et douloureux. Donc c'est un quartier de réfugiés internes, etc. Mais ils sont depuis plusieurs générations, ils sont nés donc dans la proximité du centre, ils connaissent très bien le centre, donc ils sont bien éduqués, mais ils sont dans un quartier dit pauvre et tout va être rasé, ils seront expulsés. Alors je disais que c'est ça, l'objet en tant qu'idole que j'ai déclaré, d'une législation autonome, rien à voir avec sa morphée qui est esthétique, donc son courbure, son allure, ses proportions, sa manière de gonfler comme kinésiste, suspendu, retenu, une force, souveraineté, etc. Tout d'abord libidinal, c'est sûr. Donc, à côté de toute cette valeur esthétique, mon objet, c'est finalement une icône par la déclaration, c'est-à-dire que je lui donnais la valeur de ceci ou cela. Donc personne ne le sait. Je vais le sanctifier, il aura un hôtel chez moi, il va continuer à me protéger dans sa non-présence qui est clairement totale et tout les stéréotypes de christianisme exactement synthétisés dans mon objet religieux. Et je disais que toute religion est constituée à peu près ainsi, fondée donc, par un raisonnement geistig Umwelt, c'est-à-dire cette raison par quoi nous sommes sur Terre et la signification de cette terre et dans la spiritualité, c'est-à-dire natalité, mortalité et dans entre les deux, dans cette traite union qu'on appelle la vie, fragile, menacée, vulnérable, etc. Voilà, je me suis répété en condensé pour aller vite parce que j'ai froid. Au revoir. Par l'émotion par laquelle je suis complètement extasié de Athénas Coptomena, j'ai oublié que j'avais un rendez-vous même dans la journée même, un rendez-vous donné. Et le problème c'est que comme si Athénas Coptomena ne voulait pas que j'y aille. Pourquoi? C'est parce qu'elle, par sa pesanteur, pèse sur moi. C'est sa manière aujourd'hui, en déplacement, de s'imposer à moi, donc de me protéger de je ne sais de quel danger que j'ignore. Eh bien, il faut le respecter. Mais en tout cas, c'est pas sa décision finale, pas du tout. Elle n'oriente que le petit méandre de bifurcation de la vie dans cette micro-organisation. C'est ça, une vraie déité doit faire, et non pas un horoscope, une sorte de
diseuse d'oracle qui va dire des choses équivoques ou univoques. Voilà, vraie fonction de déité, ça passe par le rapport institué entre vous et elle, idole et vous, dans une distance, bien sûr, respectueuse, bien que vous le porterez pour toujours en vous, bien qu'elle va trouver sa place chérie de adoration à la maison. Donc elle va d'abord protéger la maison, mais ça ne veut pas dire que les yeux ne seront pas toujours, le jour et la nuit, sur moi. C'est ça, rapport intérieur incorporel. Voilà. Ben, je vais vous donner un conseil éthique pour la vie. Aujourd'hui, on ne fait pas l'ontologie. L'éthique pratique, c'est plus utile pour les gens comme nous, dans ces temps-là. Alors, si vous voulez la vérité, donc c'est pas peu de choses pour l'éthique. Éthique, c'est pas la question de vérité. Mais si vous voulez vivre dans la vérité, donc améliorer, se progresser dans la vérité réciproque, eh bien, vous serez vous-même plus démuni que l'autre, plus simple, plus vulnérable, plus sotte, plus désorienté. Et ça demande une décision momentanée de la part de vous, à qui se faire montrer dans quel degré de défaillance et de repentir. Là, autrui sera félicité de trouver quelqu'un plus désorienté, plus repenti, plus confessé, plus dans les douleurs, mais dépassé, parce que personne ne veut partager la douleur d'autrui. Ils disent que geçmiş olsun, get well soon, ok, au revoir, quand tu seras bien, on se voit dans l'un de ces jours. Oui, c'est le pire des injures à un humain qu'on m'a fait, pas la poche, bien sûr. Eh bien, donc, le simulacre, la force de le simulacre pour la vérité, c'est extraordinairement bien. Mais vous allez dire que c'est la russe de la raison. Ben, peut-être que russe du concept en tant que simulacre, et non pas seulement du concept du simulacre, mais concept, c'est-à-dire quelque chose à la fois extrêmement singulier, extrêmement universel, quelque chose de loi qui fonctionne dans le particulier, mais cristallisé par vous, par votre intelligence, par vos catégories, par votre force de jugement, une forme par exemple, la forme d'aigle, n'est-ce pas? Et ça va vous rendre immédiatement ridicule, sotte, quelqu'un à protéger, ou bien quelqu'un artiste, marginal, philosophe, fou, saint, sauvé, illuminé. Voilà, quelqu'un intéressant en tout cas, un point d'interrogation. C'est déjà bien être un X, ou bien un quoi? Un zéro de signifiant qui ne cache plus rien comme secret, parce qu'il s'agit d'un zéro, c'est-à-dire signifié dans sa nature, n'existant pas l'homme dans sa nudité. Attendez, le verbe testimonique en français, ça m'échappe, mais ça. Voilà, c'est comme répondre à une assignation d'un raisonnement Gestalt.
Voilà. Il faut être en tout cas obéissant comme apparence, dans une obéissance sotte qui fait chagrin à autrui. Parce que c'est sotte. Un manque d'intelligence, ça fait toujours affection. Ça affectionne les gens. Et ça, il les rend généreux. Même s'ils n'ont rien, ils ont quand même une raison raisonnante. Un manque de raison, ça rend les gens affectueux. Là, vous êtes tout à fait libre. Une grâce, une gloire, et de tous les Moyen-Orient, de toutes les divinités qui sont en train de faire, et la religion qui est en train de se faire. C'est ça, chimie, alchimie, moléculaire, nanotechnologie, de la vérité, telle que, selon l'évangile de Eli Shabati. C'est ça. Eh bien, on est... D'abord, en fait, j'étais assez inquiet quand je suis entré dans le centre où se trouve Athéna Skoptamena, et je n'ai pas trouvé finalement de premier abord, et j'ai cherché beaucoup, j'étais presque au bout de désespoir, mais finalement, et c'était physiquement aussi, c'était dur en fait, dans une décharge de pierres morcelées entre plein des autres débris des sculptures en plastique, effectivement trouver un aigle entier, donc même pas cassé, vous voyez. L'autre jour, je l'avais photographié, mais c'était l'autre jour. Et depuis donc 2 jours, ça résistait tout seul, mon aigle, sans protection humaine et sans adoration, sans vénération. Donc j'étais comme une idole de cour carrée de Kaaba, ou de tous les temples, etc. Donc, je le trouvais, c'est déjà un grand signe de salut et de gloire. Et pour historique Athénas Skoptamena, c'est-à-dire la justice, justicier, et pour moi, pour mon présent et pour mon avenir. Deuxièmement, en fait, c'est une prière que je vais formuler, en fait, et que cette Athéna protège avec son regard protecteur et les enfants, tous les plus démunis, mais physiquement encore plus, bien qu'ils sont très intelligents, les enfants, et physiquement comme ils sont faibles et démunis, entre guillemets, alors qu'elle les protège d'abord, et ensuite leurs aînés, et ainsi de suite. Et c'est pour leur déesse, ou déité au sens général, et leur culte, parce que chaque jour, ils s'occupent de sa matière, de sa substance, de sa forme, de sa morphée, ils cogitent sur Beşiktaş en même temps. Il ne faut pas oublier, dans cette ère gonflée des ailes, il n'y a pas une força turca à l'aigle, noir et blanc, sombre et impérial, ou souverain, en tout cas, protecteur de toute métèque, toute brun, toute mat, etc. Qu'est-ce que je peux ajouter encore plus à cette prière qui soit exaucée? Rien de plus, à mon avis. Au revoir. Un jour, un vieux monsieur rentrant de grand pèlerinage au Mecque, à Istanbul, alors il traverse avec le bateau la mer, et bien, juste après avoir descendu pieds mis sur terre, il se prosterne. Eh bien, il ne bouge pas plus. Alors les gens passant qui s'empressent pour aller
le matin au boulot les bourgeoises, alors dont l'une, en dépliant ses volants, elle murmure en disant « voilà un fou de plus ». Eh bien, quand tout le monde sont partis, seulement le gardien du port, jeune homme gaillard qui vient d'arriver de son village, anatolien d'Amasya, en pleine santé, un turc ottoman. Alors il demande, il avertit ce vieux homme qui, en disant, alors c'est pas là, dans cette direction, notre cher Kabe, mec, pierre noire de mec. Et l'autre monsieur, vieux monsieur répond, alors c'est pas à lui que je prie. Alors là, jeune gaillard, il devient très inquiet, il proteste avec un langage du corps, il est prêt, si on était dans l'époque ottomane, couper avec son épée en deux ce vieux monsieur, jusqu'à ce point-là. Il se fâche. Comment on pourrait se prosterner à une autre divinité que Dieu? Et dans sa tête, effectivement, toutes ces histoires de massacres, des insurrections de Kızılbaş, Alevites en Anatolie, toutes les insurgés arrêtés, emmenés à Istanbul, exécutés dans ce port-ci, toute la mer rougit du sang d'Alévites à Istanbul, toutes ces images dans cette tête, etc. Eh bien, il y a une apparition dans la mer, comme chaque année au mois de septembre, il y a une grande horde de ophros qui traverse le Bosphore depuis mer Noire jusqu'à les plus chauds eaux de Méditerranée. C'est une procession rare et en témoigner c'est encore rare. Alors, en passant juste devant cette scène, un ophros, une grande poisson, jette un regard pitoyable en fait, affectueux pour ce vieux homme, en imaginant sûrement ce qui va lui arriver après cette réponse. Ce regard n'est pas capté par l'humain, mais par l'atmosphère byzantine où on entend tintement des clochers byzantins. Alors, tout est arrêté, il va se passer quelque chose à Istanbul. Toutes les époques réunies. Alors, en prenant la conscience de la situation vue du dos et du cul, vieux monsieur, il explique la situation. Alors, mon enfant, j'ai vu une fourmi écrasée par terre. Eh bien, il y avait un enterrement de fourmis à laquelle j'ai assisté. Au revoir. Tous France, le pays de mon enfance. Tous France, le pays de mon